Mesdames et messieurs, bonjour. Mardi 27 décembre, fin de la session unique 2022 de l'Assemblée nationale. Nous irons tout à l'heure à l'hémicycle pour la retransmission en direct de cette séance avec Michel Digré et Herman Guivet. Pour l'instant, nous recevons sur ce plateau deux invités. Le secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale, Aimé Aïssa Trabi, et le juriste analyste politique, Landry Cuyot, pour décrypter l'actualité parlementaire de ce jour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Koné. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Koné. Alors, la délimitation qui voudrait que la session ordinaire parte du premier jour ouvrable du mois d'avril au dernier jour ouvrable du mois de décembre est-elle un découpage universel ou propre à la Côte d'Ivoire? Non, je dirais que c'est un découpage propre à la Côte d'Ivoire qui a fait le choix de cette période pour la session ordinaire. Parce que, par exemple, au Sénégal, qui a adopté la session ordinaire unique, le début de la session se passe dans la première quinzaine du mois d'octobre pour s'achever dans la première quinzaine du mois de juin. Et en France également, c'est le premier jour ouvrable du mois d'octobre pour s'achever le dernier jour ouvrable du mois de juin. Donc ce n'est pas universel, c'est un choix propre à la Côte d'Ivoire. Et apparemment, la Côte d'Ivoire a décidé de rentrer dans l'année calendaire classique et non une session qui s'étale sur deux années successives. Tout à fait. Alors, nous sommes passés de deux sessions, monsieur Cuyot. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous êtes juriste, analyste politique. On est passé de deux sessions auparavant à une session unique désormais, qui va d'avril à décembre. Quel est l'esprit de ce découpage? Exactement, il est bon de souligner à toute fin utile que là où il y a réellement une sorte d'alignement des grandes démocraties, c'est de passer de deux sessions à une session, qu'elle soit tenue dans l'année calendaire ou si elle chevauche. Et c'est cela qui est intéressant. Et la Côte d'Ivoire s'aligne à ce niveau-là grâce au titre de la Troisième République, donc la Constitution de 2016, et qui nous permet désormais d'avoir une session unique. Cela veut dire qu'antérieurement, sous la Deuxième République, dans la Constitution de 2000, nous avions deux sessions parlementaires de 3 mois chacune. Y a-t-il un avantage à cela? Évidemment, puisqu'il y a deux raisons fondamentales qui tiennent à ce que désormais nous ayons une session unique. Cela participe, à permettre donc à l'activité parlementaire menée par nos députés, en l'occurrence, de pouvoir assurer de manière permanente le contrôle de l'action gouvernementale. Il ne faut pas oublier que l'article 93 de notre Constitution souligne les missions du Parlement, dont il y a le vote de la loi, le consentement du budget, de la loi de finances et aussi le contrôle de l'action gouvernementale. Donc sur 9 mois, on a donc la possibilité d'avoir un Parlement qui suit l'action gouvernementale et qui a la capacité de pouvoir la contrôler comme il le faut. La seconde raison tient à ce que l'activité du travail parlementaire puisse répondre, bien sûr, au volume ou à l'exigence de ce travail-là. Cela veut dire quoi concrètement? On voudrait qu'il soit organisé une session et dans ces sessions des séances qui puissent répondre aux exigences, à ce qui est demandé désormais aux députés en termes de volume de travail, puisque l'activité des États modernes nécessite qu'on ait une Assemblée nationale qui soit dynamique, qui réponde aux besoins des gouvernants, donc de l'exécutif, mais aussi des populations en capacité de pouvoir répondre, travailler et examiner les projets de loi et les propositions de loi, mais aussi de pouvoir interroger les membres du gouvernement à l'effet d'éclairer les populations. Donc on a une Assemblée nationale qui répond aux besoins de modernisation de nos institutions politiques et qui nous permet donc de pouvoir s'assurer d'avoir un État dynamique dans son fonctionnement. Alors vous avez parlé de Parlement, la Côte d'Ivoire expérimente le bicaméralisme depuis. Nous avons deux chambres, oui. On a l'Assemblée nationale et le Sénat. Traditionnellement, on parle de chambre haute, de chambre basse, en tout cas une sorte de classification qui ne vous sied pas. Non, pas que ça ne me sied pas, c'est que dans la lettre et l'esprit de la Constitution, le constitutionnaliste n'a pas retenu cette terminologie. Il n'a pas retenu la terminologie chambre haute, chambre basse. On parle plutôt elle est plutôt de coutume. Pourquoi en réalité? Parce que nous estimons en tant que juriste qu'il n'a pas voulu tenter de pouvoir présenter une sorte d'hiérarchisation qui a pour corollaire la subordination. On a plutôt voulu avoir à présenter un bicaméralisme où les deux chambres pourraient bien sûr travailler en parfaite collaboration. Sauf qu'il faut préciser que chacune d'entre elles a des domaines de compétences bien précis.
Par exemple, l'Assemblée nationale a une compétence générale et le Sénat une compétence d'attribution, puisque c'est une chambre, une institution qui est l'émanation des collectivités territoriales. Donc, nous avons voulu avoir ce cadre collaboratif et je crois que depuis 2018, avec l'installation du Sénat, cela se passe très bien. Et donc, dans le travail et la production législative, on a des navettes en ce sens où il est d'abord proposé à l'Assemblée nationale d'examiner en premier lieu des lois, des projets ou des propositions de loi, et en second lieu, le Sénat qui le fait. Maintenant, quand il s'agit des projets ou des propositions de loi qui portent sur les collectivités territoriales, il est bien entendu que celui qui est constitué à cet effet soit la primeur de l'examen de ces lois-là portant sur ces objets spécifiques. D'accord. Madame Trabi, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale. On va rester dans les textes, dans le respect de ce que disent les textes. On dit que la session prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Nous sommes aujourd'hui le 27 décembre 2022, qui apparemment n'est pas le dernier jour ouvrable. Qu'est-ce qui explique que la session soit clôturée aujourd'hui? C'est exact que la Constitution prescrit que la session se clôture le dernier jour ouvrable, mais ce délai n'est pas rigide, n'est pas forcément rigide. Donc, le jeudi dernier, le 22 décembre, l'Assemblée nationale a adopté ses derniers textes. Il n'y a pas de projet de loi inscrit au calendrier des travaux parlementaires. Donc, le 27, on clôture parce qu'il n'y a plus rien à examiner dans ces 3 jours ouvrables qui restent. Donc, nous ne sommes pas figés sur le dernier jour ouvrable. Alors, est-ce que l'Assemblée qui est censée même adopter les lois a cette possibilité, cette latitude de pouvoir jouer un peu sur les textes, sur la rigidité? Non, il ne faudrait pas non plus voir cette délimitation alors, comme étant impérative. Voilà. C'est plutôt indicatif dans le sens où ce qui importe, c'est le fait que l'Assemblée nationale ait épuisé son calendrier. C'est ça qui compte. Est-ce que le travail parlementaire prévu au titre de l'exercice 2022 a été traité dans l'entièreté? D'accord, il est bon de le savoir. Si c'est le cas, à ce moment donné, ils peuvent donc aménager. Il n'y a pas entorse, parce que certains puristes pourraient dire il y a entorse à la loi, on a entorse à la Constitution, parce que ce n'est pas n'importe quelle loi. Non, il y a juste un aménagement qui est fait avec le concours et l'accord de l'ensemble des parlementaires. Il faut préciser une chose, c'est que l'Assemblée nationale ouvre la saison, permettez-moi le terme, la saison, je parlerai même de la saison parlementaire, on va emprunter le terme au football, au sport, et clôture la saison parlementaire. Et donc, quand on estime avoir travaillé, avoir suffisamment fouillé, suffisamment évoqué les différents textes qui devaient être adoptés, à ce moment-là, on peut aménager la fin de cette saison-là pour peu que tout le monde soit d'accord. Et n'oubliez pas qu'à sa clôture, il y a la présence d'une très haute autorité, il y a le vice-président. Donc, il y a aussi ces contraintes-là d'agenda qui voudraient bien que l'on puisse permettre à l'autorité représentant le président de la République, chef de l'État, d'être tout à fait à son aise et d'être présent pour pouvoir garantir davantage la solennité à cette cérémonie. D'accord, je suis bien d'accord. Est-ce que, à l'inverse, on peut imaginer aussi que l'Assemblée nationale ait sa clôture après la date indiquée en 2023, enfin l'année qui suit? Il va falloir que l'on puisse... Si, effectivement, les travaux n'ont pas été épuisés comme cela... Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau de l'organisation de l'Assemblée nationale, les choses se font avec énormément de rigueur. Il faut bien savoir cela. Et il y a, au-delà même de la Constitution, un règlement au niveau de l'Assemblée nationale qui définit même les jours travaillés. Ça, c'est important à préciser. C'est vrai que les Ivoiriens n'ont pas tous connaissance de ce texte, mais il va falloir se l'approprier pour mieux comprendre le mécanisme. Il va falloir avoir une situation exceptionnelle, n'est-ce pas, qui nécessite que l'on aille au-delà. Et cela ne va pas se traiter à huis clos. Ça va nécessiter, bien sûr, le regard du président de la République, mais aussi du Conseil constitutionnel pour permettre une sorte de prorogation. Mais dans tous les cas d'espèce, nous sommes dans une situation normale. Et dans cette situation normale, cela prouve que nous avons une Assemblée nationale qui termine ses travaux avant le terme pour dire qu'elle est tout à fait efficace. Il faut s'en féliciter. Elle a tenu dans le délai.
moins que ça. Ça veut dire que nous avons des députés qui sont dynamiques et qui travaillent avec l'esprit de consensus. C'est vrai que le débat parlementaire est un débat qui, par excellence, nous permet d'élever à haut niveau la démocratie. Mais lorsqu'il n'y a pas besoin de rallonger les débats, on a donc cette efficacité-là de ces hommes politiques et qui se rendent compte que de la nécessité de faire fonctionner l'État de Côte d'Ivoire emporte celle de pouvoir raccourcir les débats parlementaires lorsqu'ils sont pertinents. Alors, vous êtes en train de répondre un peu à la question qui suivait. Justement, comment vous appréciez le fonctionnement de ce Parlement ivoirien? Est-ce que les choses, vous avez le sentiment que les choses fonctionnent bien? Mais bien sûr, vous savez, depuis 2001-2002, on a un Parlement qui est de plus en plus dynamique et qui suscite l'intérêt des populations, mais aussi des hommes politiques. Pendant longtemps, on a cru que c'était une institution de placard. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on est tout à fait intéressé. Des jeunes souhaitent y être. Pourquoi? Parce qu'ils veulent porter le débat. Mais aussi, ce dynamisme et cet intérêt de cette institution politique-là relève même des personnes qui ont été au perchoir. Je peux citer, rendre hommage au président Coulibaly Mamadou, rendre hommage au président Guillaume Soro, rendre hommage à feu le président Amadou Soumaoro qui nous a été arraché à notre affection le 12 mai 2022. Et il y a ce personnage solaire qui est le président Adama Bictogo, député d'Agboville, qui désormais préside la destinée de cette institution. Donc aujourd'hui, on a donc des personnes qui nous permettent de pouvoir apprécier à sa juste valeur cette institution qui est si essentielle. Et le travail qui est fait est déterminant. Depuis 2011, énormément de réformes ont été accomplies par cette institution qui ont transformé de manière qualitative la vie des Ivoiriens. Demandez aux femmes dans leur foyer comment elles sont traitées aujourd'hui, parce qu'il y a eu des lois au niveau, bien sûr, du mariage qui ont transformé qualitativement le regard de la femme au sein de son foyer. Et même pour cette année, lorsque nous prenons l'article 9, alinéa 6 et 7 du Code électoral, qui institue que désormais la transhumance est désormais sanctionnée et poursuivie de manière pénale, ça rassure les uns et les autres sur la qualité du scrutin électoral. Donc il y a énormément de choses qui sont faites de manière qualitative et il faut rendre hommage à l'État dans son principe de continuité. D'accord. Madame Trabi, vous qui vivez ce que M. Couillot dit au quotidien, parce que vous êtes secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale, comment vous percevez cela, vous qui êtes au contact de la réalité? Bon, je vais abonder dans le même sens que M. Couillot. Les députés, je vais parler plutôt des députés, les députés travaillent énormément. Pour preuve, en 2 mois, ils ont examiné et adopté 45 projets de loi. Donc, ils ont travaillé toute la semaine. Exceptionnellement, ils ont travaillé les lundis et les vendredis. Donc, et le débat se fait. Le débat se fait, chaque député donne son opinion et dans le respect. Parce que le président Adama Bictogo a su instaurer ce que nous appelons la famille parlementaire. Les députés font le débat dans le respect, chacun dit ce qu'il a à dire sur les projets de loi et à la fin, le vote détermine la position de, je dirais, la majorité. Alors, je reste avec vous. L'autre chambre du Parlement, le Sénat, a bouclé son activité annuelle la semaine dernière. Y a-t-il un calendrier qui organise tout cela? C'est la Constitution qui prescrit que le Sénat clôture sa session 7 jours avant la clôture de la session de l'Assemblée nationale. Sinon, chaque chambre établit son calendrier de travail et chaque chambre est informée du calendrier de travail de l'autre chambre pour pouvoir justement ajuster les passages des ministres, puisque ce sont les mêmes textes de loi et ce sont les mêmes ministres qui viennent les présenter. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, tout à l'heure, Madame la secrétaire générale adjointe de l'Assemblée nationale a évoqué une expression qui reflète même la personnalité du président Adama Bictogo. Elle a parlé de famille parlementaire. Ça renferme quoi pour vous? J'ai eu l'opportunité une fois d'échanger avec lui et au cours de ces discussions de 30 minutes, le président Adama Bictogo n'a fait qu'évoquer la question de la fraternité. La fraternité pour commander aux relations humaines, mais aussi aux actions politiques. La fraternité, le besoin de pouvoir regarder l'autre comme étant son frère, emporte l'esprit de consensus. D'abord, d'écouter, de le respecter, de le considérer comme étant sien, de le respecter dans son propos, dans son avis, et de trouver le consensus, la forme la meilleure, à l'effet de pouvoir satisfaire aux intérêts
généraux. Pas l'intérêt des uns des autres, mais à l'intérêt général. Et ça, c'est important parce que ça crée un climat d'apaisement au sein de cette assemblée, au sein de cette institution qui est essentielle pour le fonctionnement de l'État. Car pour que l'exécutif puisse fonctionner, il y a des lois qui doivent être adoptées. Si les lois ne sont pas adoptées, on risque d'avoir un président de la République qui travaillerait par ordonnance. Et ce qui ne saurait jamais être l'idéal dans une démocratie. Et c'est en cela qu'il est important d'avoir un cadre apaisé au sein de cette Assemblée nationale. Et le président Adama Barrow travaille à cet effet. Et ça, cela n'occulte pas la contradiction. Non, pas du tout. Dans une famille, au final, on dit c'est une famille, mais chacun s'exprime. Et on trouve la meilleure voie. Personne ne prétend détenir la vérité. Personne n'a le savoir infus. Jamais. Mais il est important que quand bien même on est porté par sa conviction politique et intellectuelle, on ait quand même l'intérêt d'écouter l'autre parce que celui-ci a tout à fait la légitimité de prétendre apporter quelque chose de qualitatif à ce que vous lui proposez. D'accord. Madame, qui sont ceux qui sont attendus ce matin à l'hémicycle, au plateau? Ce matin, nous attendons de hautes personnalités, dont le vice-président de la République, qui va représenter le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le corps diplomatique, les présidents d'institutions, le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, bref, de hautes personnalités. Est-ce qu'à cette session de clôture, il y a un quorum, une contrainte de quorum? Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de projet de loi à voter. Le quorum, c'est pour s'assurer que les députés sont en nombre pour voter la loi. Donc, il n'y a pas de quorum nécessaire aujourd'hui. Mais il y a un ordre du jour. Bien sûr, l'ordre du jour, c'est la clôture de la session ordinaire 2022. Une session qui sera marquée par le discours de clôture du président. À quoi vous attendez, M. Kourou? Ah, bien sûr, ça c'est l'analyse politique maintenant qui est intéressée. Pourquoi? Parce que certes, il dressera de manière exhaustive, bien sûr, le bilan de l'activité parlementaire qui ne se réduit pas qu'au vote de la loi, mais aussi à ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire qu'il a eu à porter au cours de cette année. En très peu de temps, le président Barrow a marqué les esprits. Quant au Maroc ou en France, où il prend la parole et, sans note bien sûr, porte la vision de la Côte d'Ivoire incarnée par le président de la République. Donc c'est cela qui va égrener. Mais tout en égrenant cela, il va certainement soulever et souligner les points marquants de cette session parlementaire et certainement projeter en termes de perspective ce que nous propose et ce que nous réserve 2023. Donc pour nous, nous attendons avec impatience le discours du président Adama Barrow, président de l'Assemblée nationale, afin de pouvoir réagir là-dessus. C'est sûr que les différents partis politiques vont pouvoir réagir sur la question. Madame Travi n'est pas dans le secret de ce discours? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas encore. Les grandes lignes quand même. Les grandes lignes, comme il a dit, la diplomatie parlementaire, les activités législatives, vraiment, il y a eu 65 projets de loi adoptés au cours de cette année, c'est beaucoup. La réhabilitation des infrastructures de l'Assemblée nationale, la digitalisation, parce qu'il est dans l'optique du e-parlement, c'est-à-dire l'année prochaine, zéro papier, les projets de loi seront en version numérique sur des tablettes qui seront offertes aux députés. Et puis, bon... Oui. Je voudrais... Madame fait bien de le souligner. On aurait pu croire que c'est une question d'esthétique. Non. Cela correspond et répond à une exigence de coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne, qui... en début 2022, bien sûr, s'est rapproché de l'État de Côte d'Ivoire à l'effet de pouvoir travailler sur des thématiques spécifiques, dont le fait de pouvoir mettre l'accent sur la modernisation de l'État, mais aussi l'accent sur tout ce qui est d'ordre du développement durable. Et donc, cela participe. On ne peut pas parler de développement durable tout en continuant à produire nos textes sur du papier. La numérisation nous permet donc d'aller dans cet objectif-là. Et un dernier élément à souligner, c'est qu'il y aura un élément émotionnel fort, puisque cette année a marqué le décès du président Amadou Soumaoro. Oui. Donc, dans son discours, le président Barrow va certainement évoquer la question. Tout à fait. Et nous allons justement à l'hémicycle où se trouvent Michel Digré et Eman Guivet. Isaac, M. Agia Alain François, M. Adou Ngwa Bernard, M. Afigné Saint-Pascal, M. Aouli Kwasi François Nélor, Mme Aka Mena Véronique, M. Aka Hervé,
Madame Ake Bien-Marie, Monsieur Ake Bernard, Monsieur Ake Yapo Germain, Monsieur Akoto Kwasi Olivier, Monsieur Alain Ekissi, Monsieur Alain Kwakoume Moza, Monsieur Ali Hervé Dominique Dié, Monsieur Amankou Jean-Michel, Monsieur Assalé Timoko Antoine, Monsieur Assouba Jacob Amoyine, Madame Ba Rosine Raïssa Bayi, épouse Bayi, Monsieur Bakari Kamara, Monsieur Bakayoko Zoumana, Monsieur Bamba Yaya Dikarafa, Madame Baro Mabiba, Monsieur Bénéblou Dakwa, Monsieur Bessé Kopi Maurice, Monsieur Bion Jolie Jeanne, Adama Okone, bonjour. Monsieur Blaise Saïf Félix, Monsieur Blessy Jean Chrysostome. D'accord, bonjour Adama Okone, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes en direct de l'hémicycle au plateau. Nous se refermerons dans quelques heures les portes de la session unique 2022 de l'Assemblée nationale, ouverte le 1er avril dernier. La cérémonie solennelle de clôture de cette session a déjà débuté par l'appel nominal des députés. Nous allons, avant et pendant cette cérémonie, passer en revue les temps forts de cette session ordinaire. Pour ce temps d'antenne, nous a dédié, je serai en compagnie de M. Eric Kouadio, directeur de la législation et de l'assistance aux commissions. Bonjour M. Kouadio. Bonjour M. Tigre. Avec nous également notre confrère Herman Guivé qui est dans la main courante et qui pourra intervenir à tout moment avec ses invités. Alors M. Kouadio, après 9 mois de dur labeur, comment on se sent au moment où sonne la fin d'une session, autant pour les députés que pour le personnel administratif? En termes de sentiments, on peut retenir que nous sommes empreints de fierté d'avoir participé à l'élaboration de ce travail sous la houlette de M. le Président de l'Assemblée nationale, ce qui nous a permis effectivement et efficacement de remplir les objectifs que nous avions assignés, qui étaient de pouvoir faciliter le vote des différents projets de loi qui avaient été soumis à l'Assemblée nationale, dans le but de contribuer efficacement à la partition de l'Assemblée nationale auprès du gouvernement. D'accord. Un seul point donc à l'ordre du jour, quelles seront les articulations de cette cérémonie? En termes d'articulation de la cérémonie à laquelle nous allons prendre part, c'est une cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire unique de l'année 2022. Et au cours de cette cérémonie, il y a un point principal, c'est d'abord le discours du président de l'Assemblée nationale qui permet au président de l'Assemblée nationale de présenter le contexte dans lequel donner son opinion sur le contexte politique, ensuite faire un bilan des activités parlementaires et ensuite définir les perspectives au niveau de l'Assemblée nationale. Le second point de cette cérémonie solennelle sera la formule sacramentale de clôture qui sera prononcée par le président de l'Assemblée nationale. D'accord, il faut noter que cette cérémonie solennelle est rehaussée par la présence du vice-président de la République, son Excellence Temoko Mélié Koné. Le Premier ministre Patrick Achia a aussi effectué le déplacement du palais de l'Assemblée nationale. Sont également présents quelques ministres, les présidents d'institutions et des corps constitués, les autorités militaires, administratives, la société civile, les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, les représentants des organisations de la société civile. Alors, première question, Monsieur Kouadio, la session s'ouvre le 1er avril. Le 7 mai, Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, décède. Le 7 juin, Adama Bictogo est élu à la tête du Perchoir. Comment les députés ont vécu ces moments? Les travaux parlementaires ont-ils été impactés par ces événements? Oui, effectivement, la description que vous faites des différents événements est vraie. Ça a été des périodes d'épreuve pour l'ensemble des parlementaires. Ça a été des périodes de difficultés par rapport au deuil qu'a rencontré l'Assemblée nationale suite au décès de son président, son Excellence Amadou Soumaoro, qui a donné lieu à l'ouverture d'une période de transition qui a été assurée par l'honorable Madame Tonkara. Ensuite, le 7 juin, on a assisté à l'élection de M. le Président de l'Assemblée nationale, l'honorable Bictogo, qui, sur cette base-là, a remis et a relancé les activités parlementaires. Ça a permis concrètement d'améliorer la perception dans le cadre de la vision qu'il avait de l'Assemblée nationale par rapport à ses objectifs de modernisation de l'Assemblée nationale, de digitalisation.
D'accord. En définitive, on retient que malgré les écueils qui ont jalonné cette année 2022, ce sont au total 65 projets de loi qui ont été examinés puis adoptés par l'Assemblée nationale contre 23 projets de loi en 2021, soit environ le triple du nombre de textes adoptés l'année dernière. Alors, qu'est-ce qui explique cet important volume de travail enregistré en 2022 ? Je pense qu'il faut comprendre que ce n'est pas un phénomène il faut remonter un peu à 2021 qui était marqué par la période liée à la Covid-19 qui a impacté le travail parlementaire. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a eu le décès du président de l'Assemblée nationale, comme on l'a souligné tout à l'heure, qui a été encore un autre élément. Mais avec l'arrivée du président Adama Barrow, son dynamisme qu'on connaît, et son efficacité et son acharnement au travail, il a remis toutes les équipes en ordre de bataille pour essayer de dépasser ces souffrances et ces douleurs qu'on a rencontrées pendant toute l'année au niveau du Parlement. Il a réussi à remobiliser l'ensemble des députés, à fixer des objectifs. Et c'est dans cette ligne-là que tout le monde s'est inscrit, que ce soit en une parfaite intelligence avec le gouvernement et avec l'ensemble des députés, des groupes parlementaires. On a pu, grâce à cette synergie intelligente, arriver à aboutir à ce résultat que vous constatez aujourd'hui de 65 projets de loi qui ont été adoptés sur 85 qui avaient eu déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, parmi ces textes adoptés, certains, bien plus que d'autres, ont suscité un réel engouement en raison de leur impact direct sur la vie des populations. On va revenir sur quelques-uns de ces textes. On sait qu'au sortir de la pandémie de Covid-19 et la survenue de la crise russo-ukrainienne, les prix de l'énergie et des denrées alimentaires ont flambé. Comment l'Assemblée nationale a-t-elle pu accompagner le gouvernement dans ses initiatives pour l'adoption de lois pour la lutte contre la cherté de la vie? Au niveau de la cherté de la vie, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures qui visaient à garantir à la population l'accès à un certain nombre de services de base. Pour ce faire, le gouvernement a pris une ordonnance, l'ordonnance de 2002-330 relative à l'exportation des denrées alimentaires relatives à l'exportation du riz précisément, sur laquelle l'État a permis de maintenir le prix de ces denrées à un certain prix qui soit accessible à différentes populations. Ce qui fait que les effets conjugués de la crise russo-ukrainienne avec les mécanismes d'inflation sous-jacents n'ont pas eu un impact désastreux au niveau du niveau de vie des ménages, grâce à ces mesures qui ont conduit par le gouvernement qui a été appuyé par l'Assemblée nationale. D'accord. Alors les affaires familiales également se sont invitées sur la table des députés. Oui. Le projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps a beaucoup intéressé autant les députés que les populations. Quelques mots sur ce projet de loi-là. Ce projet de loi avait comme objectif de réformer une disposition qui date de 1964, qui n'avait pas été revue, qui concernait les procédures de divorce. L'innovation principale, c'était l'introduction de la notion de consentement dans la procédure de divorce dans l'intention de faciliter la procédure, tout comme une clarification des dispositions relatives à la séparation de corps. C'est un peu là les deux éléments essentiels qu'apporte l'innovation en termes de cette disposition relative à la divorce et à la séparation de corps au niveau de ce projet de loi. Alors, mais ce que je voudrais savoir, quelles sont les raisons pour lesquelles justement cette loi-là a suscité beaucoup de débats au sein de l'Assemblée nationale? Il faut remarquer qu'il s'agit d'aspects qui touchent la société ivoirienne, donc le cadre familial, donc le noyau. Alors que le noyau, c'est la base de la nation. Donc, si on arrive à réguler les préoccupations relatives à la séparation du corps et au divorce, alors que ces dispositions étaient désuètes puisqu'elles datent de 1964. Donc, cette réforme était plus que nécessaire dans la mesure où il fallait qu'elle s'adapte aux réalités du moment, surtout et au contexte social actuel. Étant donné qu'on constate que de plus en plus souvent, il y a des mariages et que les procédures de divorce étant complexes et arrivent à avoir des conséquences désastreuses au niveau des familles. Donc, ces éléments-là visent effectivement à améliorer le cadre, à faciliter ces procédures-là et à entretenir le noyau familial en mettant des mécanismes de protection pour les plus vulnérables. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, sachez que nous sommes en direct de l'hémicycle au palais de l'Assemblée nationale au plateau. Se refermeront dans quelques heures les portes de la session unique 2022 de l'Assemblée nationale. Je suis avec mon consultant, M. Éric Kouadio, et également avec nous mon confrère Herman Divé, qui est dans la main courante et qui a quelques invités. Herman Divé,
Oui, effectivement, Michel Digré, nous sommes dans la main courante et pour ceux qui connaissent bien l'hémicycle, nous sommes dans le hall de l'hémicycle et nous avons avec nous des élus de la République qui vont donc s'approcher. Honorable, bonjour et merci d'être avec nous en ce jour marquant la cérémonie de clôture de la session ordinaire 2022 de l'Assemblée nationale. Vous êtes présent, vous avez tenu à être là justement pour la conclusion. Okay. Merci à vous. Honorable Samuel Daplès, nous sommes venus, comme vous l'avez dit, pour la clôture de cette année 2022. Alors, de façon générale, en quoi a consisté cet exercice ? C'est un exercice plutôt de clôture, de fin de session. Nous sommes là, en fait, c'est une manière pour nous de se dire au revoir. Et puis, le président de l'Assemblée nationale, avec à sa suite tous les députés, les vice-présidents, et nous allons élaborer un peu ce qui a été le long de l'année et puis projeter par rapport à la nouvelle rentrée qui sera précisément dans le mois d'avril. Nous avons 3 mois de vacances et donc après ces 3 mois de vacances, nous nous retrouverons dans le mois d'avril. Alors merci honorable, vous n'êtes pas seul, vous avez avec vous un autre élu de la nation qui va se présenter. Honorable, bonjour, présentez-vous. Honorable Bamba Yaya, député de la circonscription 0114, regroupant 5 sous-préfectures, à savoir la sous-préfecture de Taoudi, la sous-préfecture de Bondo, la sous-préfecture de Yezmala, sous-préfecture de Sapli-Sepengo et de Laodiba. Alors au cours de cette cérémonie de clôture, le président de l'Assemblée nationale prononcera un discours. Quels sont selon vous les grands points sur lesquels il pourra intervenir ? C'est comme l'a dit mon collègue, c'est la clôture des sessions de l'année écoulée. Et je pense bien que le président va donc féliciter les députés qui ont avec lui, qui l'ont accompagné au cours de cette année. Donc vraiment un discours, j'allais dire au revoir, un discours qui va donc nous emmener à partir en vacances et revenir en pleine santé. Alors, Michel Digré, juste avant de vous rendre l'antenne, nous avons une troisième réaction. Nous avons également un autre élu de la nation qui est avec nous et qui va également nous donner sa vision de cette cérémonie de clôture, de l'exercice de l'ordinaire de l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour, présentez-vous. Ok, je suis honorable Kamboussi Ebenezer, de la circonscription électorale de Ondefido, Yundo, commune et sous-préfecture, c'est dans le Bunkani. Alors juste après cette cérémonie de clôture, vous partez en vacances, des vacances bien méritées, n'est-ce pas ? Oui, juste après cette cérémonie, nous allons en vacances, et comme toutes les années. On fait la clôture, aujourd'hui c'est la clôture de la session parlementaire, et donc nous partons effectivement en vacances. Alors assurément, le président de l'Assemblée nationale abordera de grands points. À votre avis, quels sont les points saillants sur lesquels il pourra revenir pendant son discours ? Bon, ça ne dépend que de lui, mais je pense qu'il n'y a pas de point à donner, c'est juste la clôture. Et pendant la clôture, c'est juste se dire au revoir et revenir dans les 3 mois à venir. Merci honorable pour votre présence et votre participation. Michel Digré, voici ce que nous pouvions dire pour ce premier jet en termes de réaction. Merci Herman Guivet, n'hésitez surtout pas à nous demander l'antenne dès que vous aurez d'autres députés à portée de main. Je retrouve mon consultant, M. Éric Kouadio. Alors M. Éric Kouadio, nous allons nous intéresser à un autre projet de loi qui a cristallisé les attentions. Il s'agit du projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques. Oui, effectivement, c'était un projet de loi qui a cristallisé les attentions au niveau de l'Assemblée nationale. Principalement pour 2 raisons. Il permettait de définir un cadre pour l'exercice de l'évaluation des politiques publiques. Il définissait à la fois un cadre interne au gouvernement et ensuite un cadre externe. En ce qui concerne l'évaluation externe, cette partie est du ressort exclusif de l'Assemblée nationale conformément à la Constitution qui a appuyé techniquement pour la mise en œuvre de cette partie sur l'évaluation externe des politiques publiques par la Cour des comptes. Donc, ce projet de loi permettait à l'Assemblée nationale de s'habiller encore de certains de ses attributs, de certaines de ses fonctions, de certaines de ses prérogatives que la Constitution lui conférait. Donc le vote de ce projet de loi permettra, lorsqu'il sera mis en œuvre après sa publication, permettra exactement
à l'Assemblée nationale d'évaluer toutes les politiques publiques conduites par Mesdames et Messieurs les députés, et d'apporter une avis critique, de faire des commentaires, des suggestions sur les différentes politiques publiques et l'orientation que le députés présents sur 255 siégeants. Le quorum qui est de 128 à présent est donc atteint. Nous pouvons donc valablement délibérer. De l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Mesdames et Messieurs les députés, l'ordre du jour de la présente séance appelle l'examen d'un point unique, à savoir la clôture de la session ordinaire de l'année 2022. Avez-vous des observations sur cet ordre du jour? L'ordre du jour est adopté. Mesdames et Messieurs les députés, à l'occasion de la présente cérémonie de clôture de notre session ordinaire, nous avons à nos côtés des invités et non des moindres. Je viens donc solliciter auprès de vous la lecture de mon discours. Je voudrais donc bien me lever. Excellences, Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Messieurs les présidents des groupes parlementaires, Messieurs les présidents des commissions permanentes, honorables députés, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous en ce moment solennel de clôture de la session ordinaire de l'année 2022. En effet, au cours de cette session que nous clôturons aujourd'hui, l'Assemblée nationale a connu un événement douloureux, notamment le décès de feu l'honorable Amadou Soumaoro, ex-président de notre institution. À la mémoire de cet homme d'engagement, je voudrais humblement nous inviter à rester en prière afin que son âme repose en paix. Mais c'est aussi avec beaucoup de joie que je m'adresse à vous en ce moment solennel de clôture de la session ordinaire de l'année 2022. En effet, cette cérémonie revêt une connotation particulière, en ce sens qu'elle constitue mon premier discours de clôture de session. Ce moment privilégié m'offre l'agréable occasion de faire le bilan des travaux que nous avons effectués au cours de cette session parlementaire. Aussi, vous me permettrez de dire combien l'Assemblée nationale, dans son ensemble, est honorée de la présence parmi nous aujourd'hui d'éminentes personnalités qui rehaussent l'éclat de cette cérémonie. Je voudrais à cet égard saluer la présence très distinguée de Monsieur le vice-président de la République, Son Excellence Monsieur Temoko Mele-Kone, représentant Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République. Monsieur le vice-président de la République, votre présence ce jour honore la représentation nationale, d'autant plus qu'il s'agit de votre première visite à l'Assemblée nationale en votre qualité de vice-président de la République. Les élus ensemble voudraient vous exprimer leur sincère gratitude pour votre présence qui démontre
le grand intérêt que vous accordez à la vie parlementaire et qui traduit la qualité des relations entre les différentes institutions de la République. Il me plaît de saluer également la présence remarquée de Monsieur le Premier ministre, mon cher frère Patrick Hachi, qui est un habitué de l'hémicycle en raison de sa présence régulière à nos côtés lors de nos différentes séances solennelles, malgré son calendrier chargé. Dans une synergie d'action parlementaire, je voudrais me réjouir tout particulièrement de la présence parmi nous du président Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat, qui, avec l'ensemble des sénateurs, contribue efficacement avec notre Chambre au renforcement de l'ancrage institutionnel de notre pays. Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, votre présence constante à nos côtés traduit à plus d'un titre l'exemplarité des relations entre les institutions de la République. Nous en sommes heureux et vous en remercions très sincèrement. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, au-delà de la joie renouvelée que nous éprouvons de vous retrouver avec nous dans cette enceinte que vous connaissez bien, votre présence est une preuve tangible des rapports constructifs, intelligents et nécessaires entre l'exécutif et le législatif, rapports toujours guidés par l'intérêt supérieur de la nation. Nos efforts communs consolident chaque jour davantage la paix, la stabilité et la démocratie dans notre pays. Merci une fois encore de nous honorer de votre présence ce matin. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les membres du corps diplomatique et représentants d'organisations internationales, nous apprécions au plus haut point votre amitié et votre appui aux institutions de la République et au peuple ivoirien. Je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale et à mon nom propre, vous exprimer notre gratitude pour votre engagement en faveur du raffermissement des excellentes relations d'amitié et de coopération que la Côte d'Ivoire entretient avec vos pays et vos organisations respectives. Chers collègues, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, cette session aura duré du 2 avril au 27 décembre 2022. Elle aura été marquée par une activité législative intense. En effet, il est bon de rappeler qu'à la date du 30 décembre 2021, 23 textes ont été votés et 26 textes autres sont restés pendants sur le bureau. À ces textes se sont ajoutés au titre de l'année 2022 58 autres textes, dont 2 projets de loi organiques, 27 projets de loi ordinaires, 5 propositions de loi, 9 projets de loi de ratification d'ordonnances et 15 projets de loi de ratification de conventions internationales, soit un total de 84 projets et propositions de loi. En définitive, malgré les difficultés qui ont jalonné l'année 2022, ce sont au total 65 projets de loi qui ont été examinés puis adoptés par notre institution, contre 23 projets de loi en 2021. Soit environ le triple du nombre de textes adoptés l'année dernière. Ces textes sont répartis comme suit: 11 textes adoptés en session extraordinaire et 54 textes adoptés en session ordinaire. Ainsi, 26 projets de loi ordinaires, 13 projets de loi de ratification d'ordonnances et 15 projets de loi de ratification de conventions internationales ont été adoptés. Le vote de ces projets de loi a nécessité l'organisation de 20 séances plénières
et 64 séances de travaux en commission. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables députés, parmi ces textes adoptés, certains, bien plus que d'autres, ont suscité un réel engouement en raison de leur impact sur différents domaines de la vie de nos populations et qui se manifestent au travers de 3 aspects. Le premier aspect a trait au caractère institutionnel, juridique et politique, où un certain nombre de projets de loi ont permis de renforcer la qualité de notre jeune démocratie et les institutions qui la composent. Il s'agit notamment de la loi portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante qui vient conforter les engagements issus de la 5e phase du dialogue politique. Dans ce cadre, il a été prescrit la prise en compte des réalités politiques nouvelles en vue du réaménagement de la Commission électorale indépendante sans préjudice de l'équilibre de celle-ci. Le second aspect concerne les textes ayant un impact majeur au niveau économique, social et sécuritaire. Au niveau économique et social, l'Assemblée nationale a adopté l'ordonnance numéro 2022-300 du 4 mai 2022 portant exonération du droit de douane sur les importations de blé dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Elle a également adopté, dans le cadre de la loi de finances 2023, un budget qui s'équilibre en ressources et en charges à 11 694 363 920 et 1 834 francs CFA, avec un taux de croissance projeté à 7,3%. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a appuyé les mesures qui portent sur la légalisation du régime fiscal et douanier de la Convention de concession de la ligne 1 du métro d'Abidjan pour faciliter la mobilité des populations ivoiriennes et améliorer leur qualité de vie. Au niveau sécuritaire, l'Assemblée nationale a donné l'autorisation au président de la République de ratifier l'ordonnance numéro 2021-431 du 8 septembre 2021 portant création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, en abrégé AILCT de Jacquesville. Enfin, sur le plan judiciaire, pour renforcer l'arsenal juridique de la Côte d'Ivoire, un nouveau code de procédure pénale a été adopté avec en appoint un renforcement des stratégies de lutte contre la corruption à travers le projet de loi relatif au pôle économique et financier. Chers collègues députés, Mesdames et Messieurs, relativement à la coopération internationale, le travail législatif a consisté à donner des autorisations au président de la République pour ratifier les accords internationaux qui font de notre pays un modèle dans la sous-région et au plan international. À ce propos, la Convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme, adoptée le 16 mai 2008 à Rabat au Maroc, traduit l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre le terrorisme et à mettre en œuvre toutes les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies relatives aux mesures visant à éliminer le terrorisme international dans le respect des droits de l'homme. En outre, l'adhésion de la Côte d'Ivoire au deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort adoptée le 15 décembre 1989 à New York pose les jalons de l'abolition de la peine de mort dans notre pays. Chers collègues députés,
Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, et pour être complet sur ce bilan législatif, je signale qu'à ce jour, 13 textes sont en instance sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment des projets de loi portant Code de l'environnement, projet de loi portant statut général de la fonction publique et celui portant statut du corps diplomatique. Chers collègues députés, mesdames et messieurs, en dehors des activités purement législatives, des séances d'information parlementaire ont aussi constitué un temps de notre travail au sein de l'institution. Permettez-moi juste de mentionner la séance de questions orales avec débat sur la vie chère du mardi 28 juin 2022 et la séance d'information relative à la présentation du rapport annuel 2021 du Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire qui a eu lieu le mercredi 19 décembre 2022. Chers collègues, mesdames et messieurs, à bien d'égards, la responsabilité avec laquelle toutes ces questions ont été examinées et discutées au sein des commissions permanentes est à mettre à l'actif des membres des dites commissions, notamment de leurs présidents ici présents. Qu'ils en soient tous salués et félicités pour la qualité du travail abattu. Honorables députés, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, en ce qui concerne la diplomatie parlementaire, dès mon élection, j'ai de façon explicite exprimé ma volonté de faire de la coopération parlementaire internationale l'un des piliers de mon action, tout en exposant ma vision d'en faire une diplomatie ambitieuse et performante. À cet effet, nous avons mené plusieurs actions orientées en 3 axes principaux, à savoir l'opérationnalisation des groupes d'amitié parlementaires et des réseaux, le renforcement de la qualité des relations de coopération parlementaire, le rôle prépondérant des délégations au sein des organisations interparlementaires. Sur le premier axe, il est important de relever que pour la première fois dans l'histoire de notre institution, nous avons procédé au lancement officiel de 49 groupes d'amitié de l'Assemblée nationale le 13 juillet dernier, en présence de tout le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Aussi, dans le cadre des réseaux parlementaires, j'ai participé du 26 au 28 juillet 2022 à Cotonou, à l'Assemblée générale biennale du réseau des parlementaires africains contre la corruption dans la région Afrique. Sur le deuxième axe, les relations bilatérales entre notre institution et les autres parlements ont pu être renforcées dans le cadre des visites d'amitié et de travail, notamment au Sénégal et en France. C'est l'occasion pour moi de remercier les autorités de ces pays respectifs pour l'accueil agréable et fraternel qui a été réservé à ma délégation et moi-même. Je voudrais en ce sens remercier l'ex-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, son Excellence M. Moustapha Niasse, Madame la présidente de l'Assemblée nationale de France, Madame Yaye Brown-Pivet, le président du Sénat français, M. Gérard Larcher, le secrétaire général parlementaire par intérim de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, M. Bruno Fuchs, ainsi que M. Jonathan Murphy, directeur du programme Interpares. Sur le troisième axe, relatif aux organisations interparlementaires, j'ai pris part en ma qualité du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à la 28e Assemblée régionale Afrique de cette organisation, tenue les 23 et 24 juin à Rabat au Maroc, ainsi qu'à sa 47e session à Kigali, au Rwanda, du 5 au 7 juillet. De même,
j'ai été convié par le président de l'Union interparlementaire à prendre part à la 145e assemblée de cette organisation à Kigali du 11 au 15 octobre 2022. Toutes ces visites et rencontres nous ont permis d'insuffler un nouveau dynamisme à la diplomatie parlementaire ivoirienne et ont contribué à renforcer la dynamique diplomatique déjà impulsée par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour le rayonnement international de notre pays. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, depuis le large consensus qui a prévalu autour de mon élection, remportée à la majorité de 97,53% des suffrages exprimés, je voudrais saluer l'esprit de famille parlementaire agissante qui se définit comme étant une des forces motrices au service de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. C'est pourquoi je voudrais féliciter du haut de cette tribune chacun des présidents des groupes parlementaires pour s'être approprié cet esprit qu'ils ont su faire valoir au sein de leurs groupes respectifs, permettant ainsi à chacun de leurs membres de mettre en avant l'intérêt général de l'institution. Qu'il me soit alors permis d'exprimer toute ma reconnaissance à l'honorable Mamadou Diawara, doyen président du groupe parlementaire RHDP. Qu'il me soit permis d'exprimer toute ma reconnaissance au président du groupe parlementaire PDCI, l'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire PDCI. Qu'il me soit permis d'exprimer ma reconnaissance à l'honorable Laïbert, président du groupe parlementaire PPACI. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'ancien groupe parlementaire UDPCI, et exprimer ma reconnaissance au ministre Mabri Touakeuse. Je ne saurais oublier dans cette reconnaissance d'exprimer ma reconnaissance au président Afi Nguessa. À ces félicitations, j'associe l'ensemble des députés pour leur assiduité aux différents travaux et la qualité de leurs différentes contributions tout au long de la session. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, à ce stade de mon propos, il me paraît nécessaire de rappeler que dès mon élection, je me suis engagé à moderniser l'administration parlementaire et à améliorer les conditions de travail au sein de l'hémicycle, en mettant un accent particulier sur la digitalisation. En ce sens, il convient de faire remarquer que tous les ayants droit de véhicules de service ont été pourvus. Aussi, voudrions-nous tirer opportunément bénéfice de l'heureuse présence de leurs excellences, Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, pour espérer engager très rapidement la réhabilitation de nos infrastructures dont les études sont achevées et n'attendent qu'un accompagnement bienveillant de l'exécutif. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, la clôture de cette session parlementaire coïncide avec un contexte mondial marqué par des incertitudes et des instabilités de tous ordres, notamment le repositionnement des puissances internationales, le terrorisme,
la pandémie de la Covid-19, la crise russo-ukrainienne, les périls inflationnistes, la cherté de la vie, le dérèglement climatique, la crise alimentaire, sans oublier la grave crise énergétique à laquelle de nombreux pays font face. En effet, toutes ces menaces fragilisent le tissu social en remettant en cause les acquis et l'ancrage démocratique amorcé dans de nombreux États africains depuis plus d'une décennie. Fort heureusement, grâce aux réformes adoptées et aux outils efficaces de pilotage économique mis en œuvre par le gouvernement, sous la houlette et le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, notre pays fait preuve de résilience et de dynamisme avec une prévision de croissance très prometteuse. Je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour saluer la vision stratégique, proactive et prévoyante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que les nombreux efforts qu'il ne cesse de déployer afin de permettre à notre pays de se maintenir sur le chemin irréversible du développement. Chers collègues, mesdames et messieurs, si la Constitution prescrit le contrôle parlementaire du gouvernement, il nous est agréable de relever que la qualité du travail gouvernemental, conduite avec brio par le Premier ministre, conformément à la vision stratégique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a permis à notre pays de conforter sa place de leader sous-régional à travers plusieurs actions d'envergure. Nous notons à cet égard, avec satisfaction, la révalorisation salariale des fonctionnaires et agents de l'État et le relèvement du SMIC à hauteur de 25%, le faisant progresser de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA, ainsi que toutes les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Chers collègues, mesdames et messieurs, je ne saurais clôturer cette session sans réitérer mes vifs remerciements au Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur coopération et pour la convergence des efforts qui a conduit à un tel bilan. Je voudrais également réitérer mes remerciements les plus sincères à Monsieur le vice-président de la République pour sa présence, mais surtout pour l'intérêt qu'il porte à notre institution. À Monsieur le Premier ministre, à tous les présidents d'institutions, aux membres du corps diplomatique et à toutes les personnalités qui ont bien voulu nous honorer par leur présence effective à cette séance de clôture de la session ordinaire au titre de l'année 2022. J'associe à ces remerciements l'ensemble du personnel administratif de l'Assemblée nationale pour les efforts fournis pour nous assurer de meilleures conditions de travail. À cet instant précis, je voudrais émettre le vœu ardent que l'année 2023 qui s'annonce puisse consacrer la consolidation des acquis afin de maintenir la notoriété de notre institution, aussi bien au plan national qu'international. Dans cette perspective, je ne ménagerai aucun effort durant la prochaine session ordinaire à l'effet de poursuivre notre offensive diplomatique pour conforter le leadership gagnant de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Enfin, malgré les enjeux liés aux échéances politiques à venir,
je tâcherai personnellement et avec le concours de toutes et de tous au renforcement de notre belle famille parlementaire qui doit être le socle d'une Côte d'Ivoire rassemblée et solidaire. Excellences, Monsieur le vice-président de la République, Mesdames et Messieurs, honorables députés, chers collègues, c'est sur ces notes d'espérance que je souhaite à chacune et à chacun de vous de très bonnes vacances et une bonne année 2023. Vive l'Assemblée de Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Sous les applaudissements de l'ensemble des députés et des personnalités présentes. Les députés, chers invités, je vais à présent prononcer la formule sacramentelle qui met solennellement fin à notre session. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa 2 de la Constitution et de l'article 3, alinéa 6 du règlement de l'Assemblée nationale, je déclare close la session ordinaire de l'année 2022. Voilà, les députés de Côte d'Ivoire sont à présent en vacances. Avec Mesdames et Messieurs les députés, chers invités, avant de nous séparer, je voudrais vous inviter tous à prendre part au cocktail préparé à votre intention à la salle des fêtes. Je remercie chacun et chacune de vous pour votre distinguée présence à cette cérémonie. Je vous souhaite aux députés de très bonnes vacances, même si cette intercession est l'occasion pour nous d'aller vers nos populations pour leur rendre compte du travail accompli au cours de la session ordinaire qui vient de s'achever. La séance est levée. Voilà, la séance est ainsi levée, fin du discours du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Adama Bictogo a d'entrée de jeu salué l'ensemble des députés pour la qualité du travail abattu en 9 mois. Il a fait le point de la diplomatie parlementaire qui a permis de repositionner l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Adama Bictogo est revenu sur son élection à la tête du perchoir qui a été le fruit d'un consensus et qui marque la fraternité retrouvée au sein de l'hémicycle. Le président de l'Assemblée nationale a également mis un point d'honneur sur les actions gouvernementales qui ont permis d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Enfin, il a souhaité que 2023 marque la consolidation des acquis. Je retrouve enfin mon consultant pour son mot de fin également, Monsieur Monsieur Kouadio, qu'est-ce qu'on retient de ce Je pense que, comme le président l'a dit, il s'agit principalement de la consolidation des acquis de l'Assemblée nationale par rapport à la performance au niveau de la procédure législative, puisqu'on a pu réaliser le vote de 65 projets de loi. Ensuite, faire en sorte que la diplomatie parlementaire qu'il a initiée et qui est son fer de lance par rapport à son programme, permettre le rayonnement encore un peu plus fort de l'Assemblée nationale et par voie de conséquences de l'État de Côte d'Ivoire. Tout ça dans un processus de collaboration intelligente entre l'exécutif et le législatif. Et ensuite, amener à terme sur le processus de digitalisation de l'Assemblée nationale que conduit le président de l'Assemblée nationale. Merci, M. Kouadio. Ainsi s'achève cette cérémonie de clôture de la session ordinaire 2022. La session 2023 s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'avril de l'année prochaine. Merci à toute l'équipe de réalisation. Adam Onkone, je vous redonne à présent l'antenne.
Voilà, merci à Michel Digré et à Herman Guivet qui étaient sur place pour la retransmission en direct de la session de clôture, la session unique 2022 de l'Assemblée nationale. Nous revenons sur ce plateau pour clôturer. Les députés partent en vacances. Qu'en est-il du personnel que vous êtes, Madame Trabi, secrétaire générale adjoint? Le personnel administratif va profiter de cette intercession pour prendre aussi ses congés annuels par un procédé de rotation pour qu'il y ait toujours une équipe au niveau du palais pour les affaires courantes. D'accord. Monsieur Kuyo Landry, juriste, analyste politique, 65 projets de loi adoptés contre 23 en 2021. Cela dénote de l'intensité de l'activité parlementaire dans l'hémicycle. Quel est le sort, quel est le parcours désormais de ces projets de loi une fois adoptés à l'Assemblée nationale? Alors, un projet de loi, une fois adopté à l'Assemblée nationale, lorsqu'il ne souffre pas d'inconformité à la Constitution, se voit être promulgué. Une fois qu'il est promulgué, excusez-moi, ce projet de loi, à l'Assemblée nationale, en avons deux chambres. Oui, nous avons deux chambres, donc du coup, le Sénat va se charger d'en faire une seconde lecture. Que les sénateurs m'en excusent. On fait une seconde lecture. Une fois que la seconde lecture est conforme à la première et qu'il n'y a pas de divergence ou d'amendement majeur, à ce moment-là, on passe à la promulgation, sauf s'il y a la nécessité de déférer le projet de loi ou la proposition de loi à l'examen du Conseil constitutionnel. D'accord. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit. Son institution a donné son feu vert pour l'exécution du budget 2023 qui s'élève à plus de 11 000 milliards de francs CFA. Il a été adopté aussi la création de l'Académie de lutte contre le terrorisme, la recomposition de la CEI sans préjudice de l'équilibre. Il y a une loi également qui est importante, celle de passer de 18 à 14 ans pour le service civique en Côte d'Ivoire. Oui. Votre commentaire là-dessus? Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que, vous savez, à défaut du service militaire, il faut quand même proposer un système alternatif, dans le sens de ce que la République, responsable de chacun d'entre nous, prenne en main, en charge ces futurs citoyens qui, à 4 ans, auront donc la majorité politique pour pouvoir décider de qui va présider aux destinées de notre pays, car nous sommes électeurs à partir de 18 ans. Et nous plaignons tous de ce qu'il y ait une sorte de déclin en termes d'engagement citoyen, en termes de morale, au niveau des générations qui nous succèdent. Donc il y a une réaction opportune de l'État de Côte d'Ivoire et cela montre l'intérêt que porte la République pour ces jeunes qui ont besoin, à cet âge-là, donc l'âge de l'adolescence, où l'on se construit d'un point de vue psychologique, de pouvoir intégrer des valeurs républicaines qui vont leur permettre de pouvoir entrer dans l'âge adulte avec ce qu'il leur faut afin de pouvoir être des citoyens actifs et utiles pour leur pays. Madame Trabi, le service civique renferme quoi exactement? Quelle est la nature des activités pour ceux qui sont retenus pour il y a les travaux communautaires, la formation au métier. Mais je voulais ajouter qu'on a rabaissé l'âge à 14 ans à cause du phénomène des congés anticipés. Parce que l'exécutif s'est rendu compte que parmi ces jeunes collégiens et lycéens, il y a des enfants de moins de 18 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à 17 ans. Donc, il fallait ramener l'âge à 14 ans. C'est surtout ça. Mais c'est comme je l'ai dit, ils ont droit, ils exécutent des travaux communautaires et ils sont formés à des métiers. D'accord. Il a été aussi admis que le service civique soit ouvert aux non-ivoiriens. Bien sûr, vous savez, la population ivoirienne n'est pas constituée que de nationaux. Oui. Notre vie sociale, économique et communautaire se conjugue avec la présence de personnes qui ont bien voulu... C'est une grande avancée. Absolument. Oui. Nous ne pouvons pas concevoir l'État de Côte d'Ivoire qui inscrit dans son hymne national l'hospitalité. Nous ne pouvons pas ignorer la présence de ces communautés de personnes-là qui participent à la vie économique de notre pays. Par voie de conséquence, si ces personnes sont des acteurs économiques, des acteurs sociaux, il va falloir pouvoir leur intégrer ces valeurs-là du vivre ensemble en Côte d'Ivoire afin que, portant ces valeurs, elles puissent être davantage utiles à notre pays. Tout à fait. D'accord. Les députés partent en vacances. Le président a donné quelques orientations ou bien
enfin, une activité principale qui est d'aller vers ceux qui les ont élus pour expliquer les lois, mais quel doit être véritablement leur calendrier? C'est une question collective. Le calendrier des vacances? Oui, pendant les vacances, comment doivent-ils occuper leur temps? C'est justement aller vers leur population, aller dans leur circonscription, expliquer à leur population les projets de loi qui ont été votés, la nature de ces projets, les avancées dans l'intérêt justement de ces populations. Effectivement, donc vous vous rendez compte que ces vacances ne sont pas réellement des vacances. On passe plutôt d'une activité de production de la loi à une activité qui consiste à aller informer les populations, ceux qui vous ont élus, à l'effet de leur dire ce à quoi consistait votre travail et surtout évaluer l'impact de ces lois-là sur le quotidien des Ivoiriens. Parce qu'une loi, elle est dynamique, elle naît, elle meurt, et pendant ce temps, elle peut s'améliorer en termes d'amendement ou de modification. C'est essentiellement ce que les députés vont faire. Oui. Et vous savez qu'il y a certains qui ont des activités quand même professionnelles. Est-ce que cela est toujours compatible? Non, pas du tout. Ils n'ont plus d'activité, je vais dire, professionnelle. Une fois qu'ils déposent leur candidature, c'est pour, par exemple, ceux qui sont fonctionnaires, c'est accompagné d'une mise à disponibilité. Ils sont entièrement députés de la nation. De la nation. Oui. Certains exercent des activités privées. Bon, là, c'est ce que je sais. Les députés n'ont pas d'autres occupations. Ça, c'est ce qui est officiel. Alors, le rôle du député, c'est la représentation, il y a le vote de loi, il y a le suivi de l'action gouvernementale et puis... Le consentement de l'impôt et l'évaluation des politiques publiques. D'accord. Et abordons ces questions méthodiquement. Si nous prenons la représentation et le vote de loi, qu'est-ce que cela renferme? Au niveau du vote de loi, c'est très simple. Vous savez qu'un État comme le nôtre, bien sûr, a besoin de règles, de droits qui sont connues des populations ou censés être connus des populations à l'effet de pouvoir réguler ou réglementer l'activité au sein d'un pays. Et donc, ces lois-là ont nécessairement besoin d'être édictées ou adoptées par des personnes votées à cet effet-là. Donc, nommées qui sont en cette fonction, ont la qualité de le faire. Et ces députés-là travaillent à ce que nos lois puissent correspondre à la réalité sociale et économique de la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que le mécanisme de création de la loi est assez lourd. C'est en cela qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de décalage, mais l'efficacité du travail parlementaire que nous constatons avec satisfaction depuis quelques années nous donne à espérer que nous avons des lois de qualité. Maintenant, c'est à nous de pouvoir nous les approprier et aux députés d'en faire, bien sûr, la publicité au maximum, bien sûr, avec l'aide des différents médias. Au niveau de la représentation nationale, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire que quand bien même vous êtes député et élu dans une circonscription particulière, vous êtes le député de la République de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous pouvez porter tout sujet, au-delà de ceux qui sont connus ou vécus par les personnes vivant dans la circonscription de laquelle vous avez été élu, afin de porter la voix, et surtout si vous avez l'opportunité ou la capacité de proposer une loi, de le faire à l'effet de pouvoir faire bénéficier cela à toute la Côte d'Ivoire. Donc vous représentez les aspirations de tous les Ivoiriens, tant que cela leur permet de pouvoir voir leurs conditions de vie améliorées. D'accord. L'action gouvernementale, rapidement pour terminer, Madame Tradi. L'action gouvernementale se réalise par des missions d'information, par les séances de questions écrites ou orales au gouvernement sur tous les sujets d'intérêt social. Je voudrais juste indiquer que la représentation n'est pas une mission constitutionnelle à proprement parler, puisque la représentation même, c'est l'essence du parlementaire qui représente des populations. D'accord. Tout en vous souhaitant bonnes vacances à vous aussi. Merci beaucoup. Je vais rappeler que vous venez de suivre la cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire de l'année 2022 de l'Assemblée nationale. Une session marquée par le discours de clôture du président Adama Bictogo, inspiré des événements ayant marqué la vie politique, économique et sociale de la Côte d'Ivoire en 2022. Nous étions sur ce plateau avec le secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale, Aimé Aïssa Trabi, et le juriste analyste politique Landry Kuyo. Merci de nous avoir suivis et restez sur la chaîne qui rassemble.